Alors, on continue l'histoire heu, récente de ce secteur aquitain avec l'étude du cordon dunaire côtier et cette partie, enfin ce chapitre-là de l'histoire est particulièrement intéressant puisqu'il montre à quel point, hein, les modifications climatiques entraînent des modifications environnementales qui ont parfois des conséquences très importantes, hein, sur la vie des hommes. Le cordon dunaire, donc je l'ai évoqué, hein, il s'étend depuis la pointe de Grave jusqu'à l'embouchure de l'Adour au sud, sur une bande littorale qui fait parfois jusqu'à 10 kilomètres. Et puis il est extrêmement bien, marqué morphologiquement avec des dunes qui sont importantes dans l'altitude pour monter jusqu'à 80 mètres, alors que le sable des Landes qui est ici à l'arrière, hein, lui, il y a bien quelques dunes, mais elles sont, complètement invisibles, heu, à notre échelle. Voilà, en fait, le cordon dunaire, hein, là vous avez une image un peu plus complète, donc effectivement depuis la pointe de Grave ici, jusqu'au sud de l'Adour. Alors je vais commencer par parler des dunes en elles-mêmes, hein, parce qu'on a des formes dunaires qui sont bien caractérisées, bien visibles. On va essayer de comprendre comment ce cordon dunaire est organisé et puis ensuite on ira dans son histoire et la datation des événements qui lui ont donné naissance. Alors les dunes, on parle de dunes éoliennes, hein, les dunes qui sont formées par le sable qui est déplacé sous l'action du vent. On en a à l'échelle de la planète, hein, 3 grands types, 3 grandes familles. Les 2 qui sont à droite, je vais en parler assez rapidement. Donc c'est les dunes qui se développent quand on a plusieurs directions de vent. Ici, on en a 2, ici, on en a 3. Quand on en a 2 directions de vent, ben, en fait, on va avoir des longs, rubans sableux qui vont s'allonger, heu, entre les 2 directions de vent. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle des dunes linéaires ou des dunes longitudinales. Ici, vous avez une image qui provient du désert de Namibie. Et puis quand on a 3 directions de vent, on peut avoir, hein, des dunes, alors qui sont les plus hautes qui existent à la surface de la Terre, bien plus imposantes que toutes les autres, c'est ce qu'on appelle les dunes en étoile. Ici, vous avez une image de dunes en étoile, donc dans le désert d'Oman. Et alors les dunes en étoile, encore une fois, elles sont vraiment à une échelle, bien supérieure à toutes les autres. Les dunes linéaires que vous voyez ici, voilà, c'est ce que vous avez ici tout à fait à la gauche de cette image. Donc on voit que les dunes en étoile sont bien plus imposantes. Ça peut aller jusqu'à, je crois les plus imposantes font 500 mètres de haut. Voilà, et ces dunes linéaires et ces dunes en étoile, en fait, se forment quand on a plusieurs directions de vent, donc c'est vraiment spécifique aux zones désertiques. Nous, en fait, sur le littoral aquitain, ce qu'on a, c'est le 3e type qui, en fait, est, le type de base, j'ai envie de dire, hein, des dunes, c'est ce qu'on appelle les dunes transverses. Alors les dunes transverses se forment quand on a une seule direction de vent dominant et alors la particularité des dunes transverses, hein, c'est que ce sont des dunes qui présentent des crêtes qui sont perpendiculaires au vent dominant et puis, en fait, ce sont des rides sableuses qui avance, qui progresse dans le sens du vent dominant. Le schéma, hein, de progression est très simple. Voilà, donc là, vous avez la direction du vent et puis le vent donc déplace les grains de sable. Voilà, ils montent le long de cette face en pente douce et puis une fois qu'ils sont arrivés au sommet, en fait, ils vont chuter en avalanche, pardon, à l'avant de la dune et puis voilà, la dune, en fait, elle progresse par ces avalanches successives dans le sens du vent. En fait, hein, ce modèle-là de progression des dunes éoliennes, alors qui peuvent faire dans le cas des dunes du littoral aquitain jusqu'à 80 mètres de haut, c'est exactement la même chose pour les toutes petites rides centimétriques que vous voyez formées par le vent au sommet d'une plage et puis c'est exactement la même chose que les rides qui sont formées par les courants, aquatiques. Voilà, les petites rides qu'on peut observer, sur une plage à marée basse. Et puis, vous avez également des dunes hydrauliques. En fait, c'est ce qu'on ira voir, nous, sur le banc du Moulot. Je vous avais montré cette image à la fin du 2e diaporama. Voilà, sur le banc du Moulot, hein, on ira voir là ces formations qui, en fait, sont des dunes hydrauliques et qui fonctionnent exactement de la même façon. Donc en fait, c'est un schéma général qui marche à toutes les échelles, aussi bien dans l'air que dans l'eau. Alors, on va revenir aux dunes éoliennes, hein, quand même, puisque c'est ça qui nous intéresse, nous, pour l'instant. Ces dunes éoliennes transverses, en fait, il y en a 3 types. Alors oui, pardon. En fait, ce que vous avez vu à Sommen de Vaucluse l'an dernier, hein, c'était effectivement des rides de ce type-là, mais qui se sont érodées les unes les autres et qui ont construit cet affleurement qui était assez spectaculaire. Donc là, on était dans le Miocène provençal, mais encore une fois, le principe est exactement le même à chaque fois. Alors les dunes éoliennes transverses, en fait, il y en a 3 types.
il y a des dunes isolées, ici en haut, et puis il y a, des rides. Tout ce qui est à gauche, c'est ce qui se forme quand, il y a peu d'humidité. Quand le sable est sec, voilà, en fait, on va former alors le premier type que vous avez ici, qui sont, celles qui sont le mieux connues et puis les plus belles et les mieux formées, ce qu'on appelle les dunes Barkhane. Alors une dune Barkhane, voilà, donc progresse évidemment dans le sens du vent dominant, mais alors elle progresse avec les pointes, ce qu'on appelle les cornes, qui avancent plus vite que le corps de la dune en elle-même. Du coup, ça forme un croissant et ça forme un croissant qui est concave dans le sens du mouvement. Ces dunes, encore une fois, sont les mieux formées. Là, vous avez un exemple d'une très jolie barkhane. Alors ça, c'est dans le désert du Niger. Mais en fait, on n'a pas besoin d'aller jusque-là pour trouver des jolies dunes barkhane. Il y en a des très belles au sommet de la dune du Pilat quand le vent est suffisamment important. Et alors, ces dunes barkhane, encore une fois, elles progressent sur un substrat qui est relativement sec. Il y a très peu d'eau et puis il n'y a pas beaucoup de sable. S'il y a beaucoup de sable, en fait, il va y avoir beaucoup de dunes et ces dunes vont finir par se gêner les unes les autres. Donc elles vont s'associer, pour former ce que vous avez ici, qui sont ce qu'on appelle les rides barkhanoïdes ou les dunes barkhanoïdes, qui sont des espèces de grands cordons, plus ou moins ondulés. Une très belle image ici, alors c'est une image, satellite en fausse couleur, heu, on est dans le désert du Rub al Khali, je crois, donc c'est dans la péninsule arabique et on voit très, très bien ces barkhanes, hein, qui s'associent les unes aux autres pour former des grandes rides. Où on arrive à reconnaître, hein, les dunes individuelles. On a un très bel exemple de ce type de rite barkhanoïde sur les côtes du Brésil. Alors je ne me souviens plus comment s'appelle, hein, ce parc régional. Voilà, vous voyez ces très belles rides barkhanoïdes, c'est exactement la même chose. Dans ce secteur-là, on a des pluies saisonnières qui font qu'on a des lacs temporaires entre, les rides barkhanoïdes, mais la plupart du temps, en fait, hein, c'est sec et quand c'est d'une avance, le substrat est totalement sec. Alors après, par contre, quand il y a de l'eau régulièrement toute l'année, ben, en fait, on va pas avoir ces 2 types de dunes-là, on va avoir le troisième qui est ici, qui sont ce qu'on appelle les dunes paraboliques. Alors les dunes paraboliques, encore une fois, hein, retenez qu'elles avancent avec les pieds dans l'eau. Bon, c'est l'image est peut-être un peu forte, mais enfin voilà, il y a de l'humidité qui d'ailleurs permet qu'il y ait une certaine végétation et donc dans ce cas-là, bah, vous voyez que la dune en fait, elle fonctionne complètement à l'inverse de la barkhane. C'est-à-dire que le corps de la dune avance plus vite que les pointes, voilà et donc on a cette fois-ci la concavité qui est tournée non pas dans le sens de progression de la dune, mais vers l'arrière. Et alors les dunes paraboliques, contrairement à ce que vous voyez sur ce petit schéma, c'est pas très beau. Autant les dunes barkhanes sont souvent belles et bien formées. Les dunes paraboliques, voilà, ça ressemble plutôt à ça. Donc là, on est quelque part sur les côtes anglaises, c'est Anglesey. Voilà, donc vous voyez, hein, ces dunes paraboliques, bon, elles sont pas très, très jolies. Et puis vu, là, c'est vu de haut et vu du sol, effectivement, ça ressemble souvent bien plus à des tas de sable et on a vraiment du mal quand on voit ces dunes-là à reconnaître la forme en croissant et vous voyez qu'il y a de la végétation. Je vous ferai escalader, le mardi soir une petite dune parabolique dans la forêt avant qu'on rentre à l'hôtel. Alors vous serez au sommet, je vais essayer de vous la montrer, mais vous verrez que même quand on est dessus, c'est pas du tout évident. Voilà et en fait, nous, dans le cordon dunaire aquitain, on a ces 3 types. On a des paraboliques, on a des barkhanes et on a des rides barkhanoïdes et elles sont pas organisées n'importe comment. Alors moi, je vais prendre un exemple, voilà, qui est situé ici tout à fait au sud du lac d'Ourtin. Alors c'est pas un endroit où nous on ira, hein, mais voilà, bon, tout à fait au sud du lac d'Ourtin et entre le lac d'Ourtin et le lac de Lacano ici, il y a un petit étang qui s'appelle l'étang du Coussot, qui est une réserve naturelle. Voilà et on va voir comment est organisé le cordon dunaire à cet endroit-là, sur la carte topographique. Donc là, vous avez le littoral, ici vous avez donc la rive sud du lac d'Ourtin avec, la station de Maubuisson. Ici, vous avez l'étang du Coussot, vous avez toute la zone de marais qui est une réserve naturelle et puis on voit très bien le cordon dunaire, hein, qui s'arrête assez brutalement ici, là. Alors quand on part du littoral et qu'on va vers l'intérieur, bon, sur le littoral, on a la dune, littorale qui est une dune, qui est artificielle puisqu'elle est entretenue par l'ONF. Donc pour voir les dunes, heu, les formes dunaires, «naturelles» entre guillemets, il faut s'éloigner un peu à l'intérieur des terres et alors ce qu'on voit, c'est que, heu, ici là
les premières formes dunaires qu'on voit apparaître, c'est pas forcément très net, mais quand même, c'est des dunes paraboliques. Donc c'est des dunes qui ont avancé avec «les pieds dans l'eau» entre guillemets. Bon, c'est normal puisqu'on n'est pas loin du littoral, donc on n'est pas très loin de la nappe phréatique, donc il y a une certaine humidité et c'est ce genre de dunes qu'on va former. Vous voyez l'altitude, 23 m, 21 m. Voilà, donc c'est des dunes qui sont pas très élevées. Quand on s'éloigne du littoral, bah, les altitudes augmentent. Vous voyez qu'on passe à 30 mètres. Et là, on va apparaître, beh, d'autres types de dunes. Vous voyez que c'est pas du tout la même orientation. Alors c'est difficile à lire, mais quand même, ce sont, voilà, des petites barcanes. Elles sont pas aussi belles que celles, hein, du désert du Niger. Mais bon, c'est des petites barcanes. Donc ça veut dire que là, on les altitudes commencent à s'élever, on commence à avoir les pieds au sec et donc on a des dunes qu'on trouve, communément dans les zones désertiques. Et puis comme il y a beaucoup de sable, bah, ces petites barcanes que vous avez ici s'associent et commencent à former des rites barcanoïdes, voilà, dont j'ai souligné essentiellement 3. Et puis tout ça jusqu'à un front, qu'on voit très, très bien à cet endroit-là, qui est ici, là, qui est le front de progression de ces rites barcanoïdes. À certains endroits, bah, ça s'arrête brutalement et en fait on passe tout de suite après au sable des Landes. Et dans d'autres secteurs, et c'est le cas ici, là, au sud, de l'étang de Carcan, on voit qu'en fait ces rides barcanoïdes, bah, elles passent par-dessus des dunes qui sont à l'avant et qui sont plus petites et qui là sont très clairement des dunes paraboliques. Vous voyez? Alors l'altitude là, on est pratiquement à 60 m, 54, 59, 56, 59 et ici on redescend à 33, 34. Voilà, donc très rapidement, hein, on a eu l'idée ou la conception qu'effectivement on avait tout un paquet de sable très important, mobile effectivement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, qui passait par-dessus quelque chose qui était probablement plus ancien. Donc en fait, l'image qu'on pouvait s'en faire en coupe, hein, c'était ça. Voilà, effectivement, une première génération de dunes, relativement anciennes, dunes paraboliques, parce qu'elles sont pas très loin de la nappe phréatique, qui à un moment donné se sont fait, chevaucher par une deuxième génération de dunes, qu'on voit ici, qui part du littoral et qui va jusque ce front, de progression donc des rites barcanoïdes, vous voyez avec une altitude, hein, qui monte jusqu'à 50 m, voire plus. Donc l'idée effectivement qu'on a bien 2 générations de dunes, des dunes un peu plus vieilles et des dunes un peu plus récentes que très rapidement on a appelé en fait les dunes anciennes et les dunes modernes. Bon, l'autre élément très intéressant, c'est que alors quand on regarde évidemment une image satellite actuelle, tout est couvert de forêt puisque tout a été planté encore une fois, suite à des décrets impériaux au XVIIIe siècle. Mais on a des cartes, du secteur qui datent d'avant cette, plantation et toutes ces cartes nous disent la même chose. Alors je vous montre ici la carte, alors la carte des Cassini, de la famille Cassini. Les cartes qui ont été publiées entre 1756 et 1815 et sur lesquelles on voit, alors c'est pas très net ici parce qu'on est, à la frontière de 4 cartes un peu différentes, que, beh, toutes ces grandes dunes, ce qui a l'air d'être les dunes modernes, étaient effectivement des dunes de sable, sans végétation à l'époque, alors que ces petites dunes paraboliques qui sont à l'avant et qui se font chevaucher par tout ça, bah, elles étaient couvertes de forêt. D'ailleurs, ça s'appelle, hein, la forêt de j'arrive pas à lire le nom. On a, de très belles cartes, alors qui sont les cartes de Claude Masse, hein, ingénieur cartographe de Louis XIV. 1707, évidemment, ça c'est pas le document original, hein, c'est un document qui a été retravaillé après et entre autres colorisé, mais où là, on voit très clairement ce qu'on devinait sur la carte des Cassini, à savoir que, bah, toutes les dunes, alors paraboliques, Barkhane et puis les rives barkhanoïdes, bah, étaient totalement nues, heu, donc étaient du sable vif et en mouvement en 1707, alors que ces dunes à l'avant, plus petites, paraboliques, elles étaient couvertes de forêt et ça, c'était pas des plantations, hein, enfin, c'était une forêt naturelle. Voilà, donc on a bien ici la distinction qui a été faite de tout temps entre les dunes primaires, celles qui étaient végétalisées avant la plantation et les dunes modernes qui étaient celles qui étaient en mouvement, au moment des décrets impériaux. Alors oui, qu'est-ce qui fait que naturellement le sable va se mettre en mouvement
où va être végétalisé, ben, en fait, ça on le sait très bien. Il suffit de regarder ce qui se passe à la fin de certains hivers. Quand on a des successions d'hivers humides, ben, en fait, on a de la végétation qui pousse sur le sable littoral et puis cette végétation, si on multiplie les hivers humides, ben, elle va avoir tendance à se densifier et elle va avoir tendance à stopper le mouvement des sables, à gêner le mouvement des sables et à le stopper et puis petit à petit va s'installer une forêt. Inversement, quand on a des hivers froids et secs, donc ça c'est la situation Na-, bah, là on sait qu'à la fin de ces hivers-là, il n'y a pas de végétation sur le sable, littoral qui est plutôt sec et donc le vent peut le mettre en mouvement et former des dunes. Donc en fait l'idée, très rapidement qu'on a acquise, hein, c'est que, bah, on a des phases de climat plus humides correspondant, pardon, à des épisodes d'oscillation nord-atlantique en mode positif qui permettent l'installation naturelle d'une forêt et puis au contraire des phases de succession d'hiver Na-, oscillation nord-atlantique en mode négatif, qui créent des conditions sèches à la fin de l'hiver et qui permettent le mouvement des sables. Donc si je reviens à la coupe qu'on a vue tout à l'heure, on a bien ici très probablement une succession d'hivers secs, Na-, qui permettent la mise en place de ces dunes primaires. Puis ensuite, on a un épisode Na+, qui permet l'installation d'une forêt naturelle sur ces dunes. Et puis à nouveau, un épisode d'hiver froid et sec qui remet le sable en mouvement et qui fait passer ces nouvelles dunes par-dessus les dunes anciennes. Alors est-ce qu'on peut dater ça? Alors déjà, ce que nous disent les textes historiques, c'est que ces sables vifs en mouvement sur le littoral ont commencé à bouger au début du XIVe siècle. Donc ça correspond en fait au début du petit âge glaciaire et ça dure pendant tout le petit âge glaciaire. Et cet envahissement des sables, hein, est un vrai problème puisque tous les villages situés sur le littoral sont obligés à un moment ou à un autre, hein, de reculer vers l'intérieur des terres. C'est le cas à Soulac et vous verrez donc la «banlieue» entre guillemets de Soulac vers l'est qui s'appelle Jeune Soulac et qui correspond effectivement à cette phase de repli à l'intérieur des terres et puis plus au sud, au nord du bassin d'Arcachon, on a la ville de Lège-Cap-Ferret qui a été contrainte, elle, 3 fois de reculer pendant le petit âge glaciaire. Donc en fait, ça, c'est le petit âge glaciaire et ces dunes qui sont là, bah, ça veut dire qu'elles étaient végétalisées avant et en fait, on a des textes du Moyen Âge, hein, du XIe siècle, qui nous disent que ces terres boisées à proximité du littoral étaient utilisées et étaient négociées en fait, hein, comme, terre pour mettre des moutons en pâture. Donc ça veut dire que déjà, vers le XIe siècle, cette forêt naturelle s'était installée. Ça correspond à l'optimum climatique médiéval. Bah, sur des dunes qui forcément ont bougé avant. Alors comment est-ce qu'on peut essayer de dater tout ça? Ben, on a 2 outils. Le premier outil, hein, c'est, quand on a ici une forêt qui s'installe et puis qui passe, bah, sous des sables plus récents, bah, en fait ça donne des niveaux organiques, donc des sols fossilisés qu'on appelle des paléosols et qu'en fait on voit régulièrement ressortir, hein, sur les plages. Bah, il y en a pas mal dans le Médoc. Alors, on en a, nous, échantillonné un certain nombre, hein, qu'on a fait dater au carbone 14. Le problème est qu'on ne sait jamais, quand on voit ça sur une plage, à quoi ça correspond vers l'intérieur des terres. Donc on date ça un peu au hasard. Et puis alors la deuxième solution, et ça c'est quelque chose on a fait appel donc à des collègues anglaises, vers la fin des années 90, donc qui utilisaient une technique, hein, qui est toujours utilisée actuellement, qui s'appelle la luminescence infrarouge simulée. Alors je vous la fais très simple. Là, c'est une technique qui consiste à prendre des grains de sable sur une dune. On va dire à, quelques dizaines de centimètres sous la surface et ces grains de sable, on les laisse à l'abri de la lumière et la luminescence infrarouge stimulée permet de dater le temps qui s'est écoulé depuis que ces grains ont été mis à l'ombre. Donc en gros, ces grains se mettent en place sur une dune et puis sont recouverts par d'autres grains. Ils ne voient plus la lumière du soleil et on peut dater le moment, en fait, où ils ont été recouverts par d'autres grains, donc le moment où la dune fonctionnait. Donc on a échantillonné, des paléosols un peu partout du nord au sud, de la Gironde. On a échantillonné des sables sur les dunes modernes, sur les dunes primaires. On a échantillonné des sables sur la dune du Pilat et puis on a essayé de voir tout ce que tout ça donnait et en fait l'image est vraiment très claire.
Alors tout est rassemblé là sur ce petit schéma, donc vous avez une échelle qui va de 2000 avant Jésus-Christ à 2000 après. Tout ce que vous avez en vert, hein, ce sont les paléosols. Donc je vous dis qu'on a échantillonné un peu au hasard. Alors il y en a dans le Médoc, il y en a au sud du bassin d'Arcachon. Voilà, et ça nous donne des âges qui sont, alors pour certains très anciens, c'est plus de 3000 ans, donc c'est entre 2000 et 1000 avant Jésus-Christ. Et puis on en a un deuxième paquet ou un deuxième cluster entre 500 avant Jésus-Christ et puis 500, 600 après. Et là, on a un échantillon qui est tout seul, quelque part vers 1500, 1500, 1600. Bon, je reviendrai après sur les paléosols. Les dunes, bah, je vous ai dit qu'on avait échantillonné des dunes modernes et des dunes primaires, et là, c'est vraiment très clair, hein. On a vraiment 2 paquets, bah, qui correspondent. Alors les dunes modernes, vous voyez, sont en gros entre 1500 et 1700. En fait, c'est le petit âge glaciaire. Et puis les dunes primaires, elles sont toutes, alors il y a un peu plus d'incertitude, mais elles sont toutes en gros rassemblées sur une période qui va de l'an 600 à l'an 1000. Et vous vous souvenez des alternances de périodes chaudes et froides dont j'avais parlé dans le diaporama précédent? Bah, en fait, ce qu'on voit, c'est que les dunes sont mobiles pendant les périodes froides. Période froide médiévale pour les dunes primaires, petit âge glaciaire pour les dunes modernes. Et inversement, les paléosols doivent s'installer, la forêt doit s'installer pendant les périodes chaudes qui sont entre ces épisodes froids. La forêt qui est visible sur les cartes de 1700 sur les dunes primaires date très probablement de la période chaude médiévale. Elle s'est installée sur les dunes primaires très probablement à ce moment-là. Et donc ce que ça montre, c'est que notre échantillonnage un peu au hasard sur les plages, là, ben, en fait, on a raté ces sols-là, s'ils existent et s'ils sont visibles sur les plages. Par contre, on a échantillonné, bah, des sols qui sont beaucoup plus anciens, qui devaient être installés, beh, sur des sables qui, eux, avaient bougé avant. Donc en fait, se dégage de tout ça l'image de périodes froides, plus sèches, pendant lesquelles les sables se mettent en mouvement, entrecoupées de périodes chaudes, plus humides, pendant lesquelles la végétation s'installe sur les dunes et les dunes arrêtent de bouger. Donc tout ça nous ramène encore une fois, hein, à l'oscillation nord-atlantique. Alors je reprends là ce qu'on avait vu à la fin des, enfin du chapitre sur les marais. Donc avec cet épisode d'oscillation nord-atlantique en mode positif au moment de la formation du cordon de Richard. Donc ce que nous disent les dunes, hein, c'est qu'on a des épisodes d'oscillation nord-atlantique en mode négatif, donc des hivers secs, avec des sables qui se mettent en mouvement spontanément. Et donc ces hivers secs, bah, apparemment, se sont multipliés pendant le petit âge glaciaire et puis pendant la période sombre médiévale. Et inversement, les hivers humides qui, eux, permettent l'apparition de la végétation puis d'une forêt, bah, se sont multipliés pendant l'optimum climatique médiéval et pendant la période chaude gallo-romaine qui a précédé. Voilà, donc vous voyez on voit apparaître là un schéma assez répétitif. Le problème est que, bah, qu'est-ce qui s'est passé avant? En fait, on n'a pas vraiment d'éléments. Et puis, on a un certain nombre de trous. Qu'est-ce qui s'est passé là entre la formation du cordon de Richard et la période chaude gallo-romaine? Est-ce que c'est un seul truc continu? Ou est-ce qu'il y a eu un épisode plus sec entre les deux? On ne sait pas. Et puis alors, l'oscillation nord-atlantique, dont on reconstitue l'indice, ben, en fait, on l'a pour cette dernière période-là, après les plantations, après le petit âge glaciaire, que je vous rappelle que l'indice, on est capable de le calculer jusqu'en 1820. Or, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à planter la forêt des Landes. Voilà, donc l'idée, c'est qu'encore une fois, hein, ces oscillations climatiques qui régissent la variabilité du climat dans l'actuel, bah, en fait, se modifient en fonction de changements climatiques à plus long terme et que tout ça, beh, est pas forcément très facile à reconstituer.